Alors, on va continuer ce cours sur l'électrocinétique et ce qu'on va voir maintenant, c'est les semi-conducteurs. Je vous rappelle tout d'abord que en description de cette vidéo sur YouTube, vous allez trouver le lien vers la playlist qui contient toutes les connaissances à avoir sur l'électrocinétique en première, dans la spécialité plutôt, sciences de l'ingénieur. Donc revenons à ces semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, en fait, ils sont basés sur l'utilisation du silicium. Quand on regarde, le silicium, en fait, il a 4 électrons qui tournent autour et qui vont pouvoir se lier avec ce qui se passe autour. Donc ils vont pouvoir se lier par 2, ils vont aussi pouvoir se lier par plus que ça, et en fait, euh, on va pouvoir utiliser cette structure de silicium qui est très stable, et on va pouvoir venir remplacer l'atome du centre par un autre atome, et ça va s'appeler du dopage. Et donc on va pouvoir faire du dopage au phosphore, qui va nous permettre d'avoir un électron supplémentaire, c'est celui qu'on voit ici, là, puisque l'atome de phosphore il va avoir 5 électrons, et donc il y en a un qui va être libre, et donc ça va nous faire une charge négative, et donc c'est pour ça qu'on aura un dopage de type N pour négative, et on va aussi pouvoir les doper avec un atome de bore qui lui a que 3 atomes, et donc il y aura 3 atomes, 3 électrons libres, et donc il va rester un électron qui est disponible. Et donc, ce qu'on obtient ici, c'est un dopage de type P. Pourquoi? Parce que comme on a un électron en moins, on a une charge positive, et donc on se retrouve avec un dopage de type P. Jusque-là, voilà, c'est les principes de base. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va lier des éléments, enfin une partie en fait qui est dopée N avec une partie qui est dopée P, et bien on va se retrouver avec quelque chose comme ça au départ. Ici, on va avoir la zone négative et ici la zone positive, donc zone N et zone P. Et en fait, juste à cet endroit-là, ici ils ont un électron en trop, ici ils ont un électron en moins, et donc il va se passer quelque chose de génial, c'est qu'ils vont se mettre ensemble et ça va former une zone de déplétion, c'est-à-dire que ici, l'ensemble de la zone est neutre. Donc les électrons qui étaient libres se sont mis autour des emplacements qui étaient disponibles, et donc on arrive à quelque chose qui est neutre. Ce qui va se passer, c'est que si jamais maintenant on veut faire passer un autre électron, on veut le faire traverser le système, on va essayer par exemple de le faire passer de la zone P à la zone N. Ce qui se passe, c'est que l'électron il arrive, et donc il voit, lui ce qu'il va ressentir, c'est qu'il y a plein d'endroits où il va pouvoir se poser. Et même si jamais il arrive à traverser, en fait, il y a plein d'endroits qui sont déjà chargés avec des électrons supplémentaires. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile pour lui, et donc au final, ça ne va pas être possible. On va dire jusqu'à un certain point, après, on détruit le semi-conducteur. Voilà. Mais en utilisation normale du semi-conducteur, en fait, ça ne peut pas arriver. En revanche, si jamais je essaye de faire passer un électron de la zone N vers la zone P, dans ces cas-là, mon électron il arrive, il y a plein d'électrons qui sont déjà là, donc une charge négative qui est vraiment qui est déjà là, et donc il va être naturellement attiré par la zone P, et donc si jamais il a suffisamment d'énergie, il va réussir à passer la zone de déplétion, et il va passer dans la zone P, et ça va permettre donc de faire passer du courant. Donc au final, ça permet de faire passer du courant dans un sens et pas dans l'autre. Ce qui va permettre de faire passer, c'est qu'il va falloir une tension suffisante. Et c'est là qu'on va prendre le premier exemple, histoire de mieux comprendre ce qui se passe. On va regarder la diode, qui est un des semi-conducteurs les plus simples qui soit. Donc la diode, on va d'abord rappeler son petit schéma, voilà, la diode, elle ressemble à ça sur un schéma. Donc c'est un triangle avec une barre, et j'ai le fil qui va la relier au circuit. On a dit qu'il fallait une certaine tension pour que ça passe. Et donc on va d'abord regarder les caractéristiques idéales. Donc on a la tension UD, c'est la tension de la diode. Et donc si jamais cette tension elle est négative, c'est-à-dire que notre tension UD elle va être dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que le courant va dans l'autre sens.
Et donc ma tension, elle va être, c'est un récepteur de courant, et donc ma tension va être opposée au sens du courant. Donc j'ai une tension négative, le courant essaye de passer dans ce sens-là, et ce qui se passe, c'est que en fait, il va être bloqué, et donc je ne vais pas pouvoir faire passer du courant. Ce qui fait que tant que cette tension est négative, le courant qui passe ici, il est nul. Il n'y a pas de courant qui passe tant que ma tension est négative. Déjà, il faut. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser peut-être, mais quand on regarde le graphique, j'ai ma tension ici en abscisse et j'ai mon intensité ici en ordonnée. Donc là, quand. Je réexplique maintenant. Quand j'ai cette tension qui est négative, j'ai pas de courant ici, je suis à zéro sur le courant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je mets une tension positive sur la diode? Tension positive, ça veut dire que le courant va essayer de passer dans ce sens-là. Et donc là, maintenant, on allait vers le bas, maintenant on va vers le haut. Ici, sur mon graphique. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que on a vu qu'avec les zones de déplétion, en fait, le courant il va pouvoir passer. Et donc, ce qu'on va obtenir, c'est que le courant va pouvoir passer, en fait, dans la diode, dans ce sens-là. Et donc, on obtient la caractéristique idéale, en fait, c'est que tant que la tension est négative, le courant ne passe pas. Dès que la tension est positive, le courant peut passer autant qu'il veut. Ça serait dans l'idéal. Dans la réalité, on va se rendre compte que on aimerait bien déjà avoir des caractéristiques qu'on va dire parfaites pour une diode. La caractéristique parfaite, en fait, elle va ressembler à ça. Alors, on va voir, tant que le courant est négatif, c'est sûr, tant que la tension est négative, la tension UD, le courant ne va pas pouvoir passer. Mais même à partir du moment où ça sera légèrement positif, le courant ne va pas pouvoir passer non plus. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'avec cette zone de déplétion, en fait, il faut donner un peu d'énergie à l'électron pour qu'il puisse passer. Et donc, on va voir, le courant va commencer à passer quand il va être plus important que cette tension de seuil, US. Et donc là, le courant passe directement. Alors la caractéristique est parfaite parce qu'en final, c'est pas comme ça une verticale, c'est quelque chose de un peu plus progressif. De l'autre côté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que si jamais on met vraiment une tension très importante négative sur la diode, ce qui va se passer, c'est qu'on va la détériorer. Et donc, on a une tension critique négative, à laquelle on va détruire la diode et elle ne pourra plus fonctionner. Donc ça, c'est pareil, il faut éviter de travailler dans la zone trop négative, il faut rester dans la zone d'utilisation entre la tension critique et au-dessus de la tension de seuil, puisqu'on veut à un moment donné que le courant passe. Donc ça, c'est la diode. On va se rendre compte que pour la LED et la DEL, ça dépend si jamais on le dit en français ou en anglais, on va avoir des caractéristiques à peu près similaires, c'est-à-dire que c'est le même symbole que la diode, sauf que là maintenant il y a deux flèches en plus pour expliquer qu'il y a des photons qui sont émis lorsque le courant passe. Et donc on va vouloir que le courant ne va passer que dans ce sens-là, et donc la tension, ça va être seulement possible quand la tension va être positive, la tension au niveau de la LED. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que on a ici des caractéristiques plus réelles. Au final, on va se rendre compte que la tension de seuil, pour une LED rouge, elle va être environ de 1,4 volts, ici. Pour une LED verte, ça va plutôt être 1,6. Et pour une LED bleue, vous voyez, c'est plutôt 3 volts. Donc je me retrouve avec des graphiques qui sont bien différents. Et donc après, on voit que le courant, il monte pas tout droit, mais il monte, d'abord, il y a une légère augmentation, et puis ça augmente plus franchement par la suite. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'intensité lumineuse de la LED va être dépendante donc, du courant qui la traverse. Donc avec ces caractéristiques-là, on saura quelle est la tension qu'il va falloir mettre sur la LED pour qu'elle émette de la lumière. Ensuite, on va voir les transistors, qui sont aussi des semi-conducteurs un peu plus complexes,
à étudier. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces transistors sont commandés par un courant. Donc c'est un courant qui va faire qu'ils vont changer d'état. Voyons voir ça. Donc dans les transistors, en fait, on va, au lieu d'avoir seulement deux couches qui sont dopées, donc une N et une P, on va avoir trois couches. Donc soit NPN, soit PNP. Donc on a de toute façon que du négatif ou du positif, et ensuite on a deux façons de le lier, soit un négatif, un positif, un négatif, ça nous donne un NPN, soit un positif, un négatif, un positif, et donc on a un PNP. On va regarder de suite les symboles. Les symboles, donc pour le NPN, on va se rendre compte que j'ai une flèche qui sort sur une des branches, et sur le PNP, j'ai une flèche qui arrive vers le transistor. Donc ça va être comme ça qu'on va pouvoir les reconnaître dans les circuits électriques. Donc NPN, PNP. Ensuite, il y a un certain nombre de vocabulaires qu'il faut connaître. Le fil qui arrive ici, là, sur la partie qui est droite, ça va être la base. Et la commande du transistor va se faire par le courant qui passe dans la base. Donc elle est très importante, c'est tout l'intérêt du transistor. On va avoir donc le collecteur. Le collecteur, c'est toujours celui où il n'y a pas la flèche. Et ensuite, on va avoir l'émetteur, c'est celui où il y a la flèche. Donc sur le NPN, on voit que l'émetteur, la flèche va vers la sortie, donc de l'émetteur. Et sur le PNP, la flèche vient de l'émetteur et va vers la base. Donc le courant IB, c'est celui qui va nous commander l'état du transistor. Donc si jamais IB est égal à 0, on aura un certain état. Si IB il est supérieur à une valeur, on aura un certain état. On va avoir le courant IC, donc c'est le courant dans le collecteur. On va avoir le courant IE qui est le courant dans l'émetteur. Et ensuite, on va avoir des tensions. Donc VCE, la tension entre le collecteur et l'émetteur. VEC, la tension entre l'émetteur et le collecteur. Et donc là, comme on est sur un récepteur de courant, on voit que la flèche de tension est toujours inverse au courant. Et donc c'est pour ça que sur le NPN, comme la flèche ici indique le sens du courant, on aura en fait une tension qui sera dans l'autre sens. Et donc c'est pour ça que c'est VCE qui va nous intéresser ici sur le NPN et VEC qui va nous intéresser sur le PNP. Je vais ensuite avoir VBE. Pourquoi? Parce que c'est pareil, j'ai le courant quand je regarde, le courant entre la base et l'émetteur, les courants sont dans un sens, donc la tension va être dans l'autre, et là exactement VEB pour le PNP. Donc il faudra bien faire attention, et tout part en fait, c'est pour ça qu'on a mis ces flèches ici, c'est que ça nous permet de savoir ce que c'est. On va voir les caractéristiques idéales. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme caractéristique idéale? Dans chaque cas, en fait, on va s'intéresser donc à la tension VCE pour le PNP et à la tension VEC pour le NPN et le VEC pour le PNP. Dans les deux cas, le courant qui va nous intéresser, c'est le courant dans le collecteur. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et pour ces caractéristiques-là, en fait, ça va dépendre du courant IB. Et j'ai deux cas ici. Soit mon courant IB, il est supérieur à un courant de seuil. Et dans ces cas-là, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir VCE qui est égal à 0, ou VEC qui est égal à 0, et je vais avoir un courant qui traverse le transistor, en tout cas qui traverse le collecteur. Ça veut dire que quand je regarde mon système, je vais avoir un courant IC qui va pouvoir traverser, et donc qui va aller jusqu'à l'émetteur, ou je vais avoir un courant qui va venir de l'émetteur et qui va aller dans le collecteur. Ça correspond en fait, l'équivalent, c'est que ce transistor va fonctionner dans ce cas-là comme un contact fermé. C'est-à-dire que mon circuit, il est fermé, donc mon courant y passe, comme un interrupteur que je ferme. Si jamais je ferme l'interrupteur, le courant passe, et donc je relie les deux potentiels, donc les potentiels vont être les mêmes, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de tension, et que la tension devient nulle. L'autre cas pour IB, c'est que quand IB égale 0, dans ces cas-là, je vais ouvrir mon circuit. Ça veut dire que mon courant ne passera pas, donc mon IC
sera nul. Et vu que je coupe le circuit, je vais avoir une différence de potentiel qui va se créer. Et donc j'aurai mes tensions VCE ou VEC qui vont être supérieures à 0. Donc les termes adéquats pour les transistors, c'est soit de se dire que le transistor est saturé, ça veut dire qu'il est équivalent à un contact fermé, ou alors qu'il est bloqué, et ça veut dire que dans ces cas-là, que le contact est ouvert. On va regarder comment est-ce qu'ils peuvent se monter. Et ça servira principalement dans les projets, c'est des genres de choses ou dans les TP que vous aurez peut-être à faire, c'est des montages qu'il faudra comprendre et maîtriser. Donc on va avoir ici le NPN. Le NPN, par exemple, là c'est un montage où on va mettre une carte Arduino ici à gauche et on va commander, la sortie de la carte Arduino va permettre de commander l'allumage d'une LED ou pas. Pour commander ce système, eh ben, on va pouvoir utiliser un transistor. Et donc en fonction du courant que va envoyer l'Arduino dans la branche, dans la base du transistor, en fait, on va venir saturer ou bloquer le transistor et donc la LED s'allumera ou s'éteindra en fonction de l'état du transistor. En général, donc un NPN, l'émetteur du NPN est relié à la masse. Et la différence ici, c'est que sur un PNP, en général, l'émetteur est relié au potentiel le plus haut. Donc c'est pour ça, on voit, ça va faire exactement la même chose. J'ai ma carte Arduino ici, j'ai ma LED, et oups, voilà. Et en fonction de ce que je commande sur ma carte Arduino, je vais utiliser le transistor pour allumer ou éteindre la LED du circuit. Donc les deux font exactement la même chose, sauf que je vais avoir des montages légèrement différents en fonction que ce soit un NPN ou un PNP. On va voir d'autres types, d'autres éléments, d'autres semi-conducteurs qui sont plus récents et plus performants, qui sont utilisés par exemple pour commander les moteurs brushless. En tout cas, c'est une possibilité qu'il y a pour commander des moteurs brushless. Et on appelle ça des MOSFET. Des MOSFET, pardon. Je me trompe à chaque fois. Et donc la grosse différence par rapport aux transistors qu'on a vu avant, c'est qu'ils sont commandés en tension. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le schéma. Le MOSFET, on va avoir un canal N et un canal P. Donc c'est pareil, canal négatif ou canal positif. La différence, c'est que le canal négatif, donc la flèche, arrive ici au milieu, et sur le canal P, la flèche part du milieu. Je vais avoir ici à gauche la grille. Donc la grille, c'est ce qui va permettre en fait de mettre en contact les trois éléments qui sont là. Et ensuite, je vais avoir donc du côté opposé à la flèche, hop, ici, le drain. Et donc là, de l'autre côté, c'est opposé, il y a la flèche qui est de ce côté-là, donc ça va être en dessous, c'est le drain. Et au niveau de la flèche, ce que je vais avoir, c'est la source. Donc ça, c'est du vocabulaire à connaître sur les MOSFET. Ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir un courant ID, donc le courant qui passe du côté du drain, et que ce soit en haut ou en bas, en fait, je vais avoir un courant. Et donc les caractéristiques qui vont m'intéresser, ici pour les caractéristiques idéales, c'est ce courant ID, le courant qui passe dans le drain, et qui va être dépendant en fait de cette tension VDS, donc la tension entre le drain et la source, ou entre la source et le drain, pour le canal P. Donc là, deux cas, soit, et donc cette commande va dépendre pas de la tension VDS ou VSD, elle va dépendre de la tension VGS ou VSG pour le canal P. Et donc là, pareil, on va retrouver la même chose que sur les transistors. Si cette tension est supérieure à un seuil, dans ces cas-là, je vais avoir un contact fermé. Ça veut dire que mon courant va être supérieur à 0 et que ma tension entre... je pense qu'il y a une erreur. Entre D et S, c'est pas G et S, va être nulle. Et pareil pour l'autre côté. Donc en gros, ici, j'ai un contact fermé. Et de l'autre côté, quand ma tension est nulle, eh ben, je vais avoir un contact ouvert. Et donc je vais dire, oh là, j'ai oublié de le changer, ici il va être bloqué, et là ça va être saturé.
Donc exactement, vraiment les mêmes types de fonctionnement que pour les transistors. La différence, commande en intensité pour les transistors, commande en tension pour les MOSFET. Un autre intérêt aussi des MOSFET, c'est qu'ils assurent aussi une certaine isolation entre la partie commande et la partie puissance. Et donc ça peut être aussi intéressant pour tout ça. Donc on retrouve les caractéristiques idéales ici. Quand je suis saturé, le courant passe, dans les deux cas. Quand je suis bloqué, le courant ne passe pas et donc la tension SD va augmenter. On va avoir différents montages, donc là on va retrouver exactement la même chose que pour les transistors. Au final, un MOSFET canal N, la source est généralement reliée à la masse, et si jamais c'est un canal P, la source est généralement reliée au potentiel le plus haut. Donc là, ici, on va commander en tension, donc la tension issue du microcontrôleur, et donc cette tension, en fait, elle va nous permettre de commander l'allumage ou l'extinction de la LED qui est sur le circuit. Donc avec ça, on a vu ce qui est nécessaire à voir et à connaître en première sur l'électrocinétique en sciences de l'ingénieur, en spécialité sciences de l'ingénieur. Donc regardez bien le lien qui est en description de la vidéo pour avoir accès à la playlist. Il y a également des exercices qui sont proposés avec la correction. Donc il faut absolument savoir et maîtriser toutes ces connaissances pour être prêt pour la terminale et pour la poursuite des études. Dans le domaine de l'ingénierie en tout cas. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt.